Salut, moi c'est Enzo Colucci et bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Le concept, c'est d'échanger avec des personnes du quotidien sur ce qu'elles considèrent être leur plus bel échec, un tournant de leur vie. On va parler d'échecs sous toutes ses formes. Et ce qui est magnifique quand on parle d'échec, c'est qu'on met notre ego de côté et qu'on redevient tous égaux. Donc là, je te propose de réussir à être confortable dans l'inconfort. Tu me suis ? On s'en fiche que tu te plantes. La vie te mettra toujours des pierres sur ton chemin. Mais c'est à toi de décider si tu veux en faire un mur ou un pont. Alors j'espère que l'épisode te plaira. Hello Sharon et bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour. Super, on va pouvoir entrer dans le vif tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Sharon pour les auditeurs ? Donc, je suis Sharon Sofer, je suis la fondatrice de Startup for Kids. On organise des événements éducatifs pour préparer les jeunes au monde de demain. J'ai 47 ans si je compte bien, 2 enfants, un mari, je suis parisienne. Magnifique. Est-ce que donc toi aujourd'hui, Sharon, tu peux nous donner ce que c'est la définition de l'échec ? Comment est-ce que toi tu vois l'échec ? Alors d'abord, est-ce qu'on parle d'échec ? Parce que l'échec, c'est une opportunité de faire autre chose, de recommencer, de faire mieux. Et on a dû souvent te sortir la phrase de Mandela, je n'échoue jamais, soit tu réussis, soit tu apprends, évidemment. Mais je trouve que c'est assez vrai dans la plupart des cas, évidemment. Parfois, c'est plus difficile, mais en tout cas, dans mon histoire, mes échecs m'ont toujours servi à rebondir, même si certains ont été plus durs que d'autres. Ok, du coup, tu transformes ça en opportunité. Est-ce que ça a été le cas du coup pour Startup for Kids, c'est ce dont on parlait avant ? Alors pour Startup for Kids, clairement, le projet est né suite à un échec. Alors, comme j'aime bien le dire, c'est pas vraiment un échec, c'est un pivot. C'est plus élégant. Clairement. Mais ouais, j'avais monté un premier projet dans l'éducation qui s'appelait Scientibox. Et dans le cadre de Scientibox, j'avais lancé le premier Startup for Kids qui avait pas du tout vocation à être pérenne. Et en fait, Scientibox décollait pas du tout. Globalement, ça me coûtait de l'argent tous les mois, donc ça commençait à être très compliqué. Et Startup for Kids, pour le coup, a bien pris. Donc j'ai switché et je suis passé à temps plein sur Startup for Kids. Ça fait combien de temps du coup que tu es passé sur Startup for Kids ? Depuis 2017. Ok, 2017, donc ça va faire 3 ans là. Ouais. Et avant, tu étais dans l'éducation aussi, donc du coup ? Donc j'avais bossé pendant 3 ans sur mon projet précédent, donc Scientibox. Et avant ça, je travaillais dans la tech, plutôt dans les fonctions marketing, bizdev, partenariat. Mais toujours dans la tech depuis que j'ai arrêté mes études. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a été pour toi aussi l'élément déclencheur de se dire ok, aujourd'hui, donc je vais pivoter comme tu l'as joliment dit juste avant. C'était quoi l'élément déclencheur du pivot où tu t'es dit bon vas-y maintenant je me lance dans l'entrepreneuriat et je remonte autre chose là ? Ouais, alors c'est l'élément déclencheur. Pour moi, le premier élément déclencheur, ça a été de passer de salarié quand même à entrepreneur. Et j'aime bien parler de sérendipité parce que ça s'est fait un peu par accident, puisque moi je bossais, j'étais dans une start-up qui allait pas très bien, j'ai décidé de partir et je faisais du conseil en marketing digital. Et je savais que j'avais pas envie de faire du conseil sur le long terme et je réfléchissais à monter un projet, mais a priori j'étais persuadée que j'allais monter un projet dans le marketing digital puisque c'était mon univers. Et monter Scientibox, donc mon premier projet dans l'éducation, ça a été vraiment par hasard. C'est né d'un besoin pour un de mes enfants où je cherchais des ateliers scientifiques et je trouvais pas exactement ce que je voulais. Et donc j'ai eu cette idée de faire des coffrets scientifiques par abonnement, c'était la mode des box. Donc j'ai lancé ce projet qui était un peu pharaonique, je m'étais pas bien rendu compte, je pense. Tu t'étais jamais du coup lancé dans l'entrepreneuriat. T'avais quel âge quand tu t'es lancé la première fois dans l'entrepreneuriat donc ? Moi, j'étais pas loin, j'étais autour de la quarantaine, un peu plus, 42-43 je dirais. Et tu y avais déjà songé avant ou c'était quelque chose qui te faisait plutôt peur ou c'était pas du tout dans tes marques à l'époque de se tourner vers ça ? En fait, je m'étais jamais posé la question. Alors jeune, quand je suis sortie de l'école, dans mes premiers emplois en tout cas, je me disais pas que c'était pour moi effectivement. Je me disais pas tiens, pourquoi pas monter une boîte. Je regardais un peu mes patrons comme des extraterrestres. Enfin, ça me traversait pas l'esprit. Sur en tout cas ma première partie de carrière, je suis restée plusieurs années dans la même boîte, ma première boîte, je suis restée 7-8 ans. Et là, vraiment, j'envisageais pas du tout de créer moi-même mon entreprise.
Donc voilà. Et après, si c'est devenu, je suis allée dans des boîtes plus petites, c'est devenu plus envisageable en tout cas. Ok, donc tu as commencé par petit, donc du coup c'était l'univers startup aussi, ça t'a toujours intéressé? Ouais, j'ai toujours été dans l'univers startup, mais parce que ça correspondait à ma mentalité et à mon état d'esprit. J'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, par contre. Tu vois, j'étais dans des associations. À chaque fois, je me retrouvais présidente au bout d'un an ou deux de l'association où j'étais. J'ai toujours travaillé par projet. Même quand j'étais salarié, mes projets, je pouvais ne pas dormir si j'avais un jour de retard sur un projet. C'était mon projet. Donc vraiment, j'ai toujours été très autonome, indépendante. J'étais même plutôt difficile à manager parce que c'était tellement mon projet que je comprenais même pas qu'on me demande des comptes sur mes projets alors que j'avais des patrons. Donc ils avaient tendance à me dire que j'étais un peu difficile à gérer. Un peu électron libre. Ouais, mais du coup, je pense que voilà, j'ai toujours eu l'esprit entrepreneurial, même si j'envisageais pas de monter une boîte en fait. Et du coup, l'éducation, j'imagine, parce que donc des enfants, comme tu l'as cité au début, donc deux enfants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc 2 enfants. Et donc quand on est maman et que voilà, on approche la quarantaine, est-ce que c'est presque un devoir pour toi de te tourner vers l'éducation? On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, même très jeunes là, qui sont en quête de sens et qu'on a tous envie là de réinventer un peu le système éducatif là en France. Ouais, alors c'est très marrant parce que je me pose toujours la question de l'œuf et la poule parce que maintenant quand je raconte mon histoire a posteriori, pour moi c'est évident que j'étais en quête de sens, etc. Mais en fait, il n'y a pas un moment où je me suis dit tiens, j'ai envie de changer le monde. Donc je sais pas s'il y avait quelque chose dans mon inconscient d'engager, puisque j'étais militante pendant des années engagée dans des assos. Donc, je sais pas quelle est la mesure d'inconscient de monter un projet et lui donner du sens. Je sais pas ce qui est arrivé avant dans la quête de sens et dans le projet, en fait. A posteriori, c'est sûr qu'aujourd'hui, je me dis, bah voilà, j'avais 40 ans, il me fallait du sens, quelque chose d'engagé. Mais mon vrai engagement dans l'éducation, il est arrivé plus avec Startup for Kids qu'avec le premier projet. Même sur le premier projet, il y avait déjà cette idée de me dire mais je comprends pas la science, c'est hyper fun, pourquoi à l'école on le rend pas super ludique, pourquoi on propose pas aux gamins de tout le temps manipuler, expérimenter. Donc il y avait déjà cette interrogation sur la façon dont on enseignait les choses, sur l'approche. Mais en tout cas, toute mon approche learning by doing, de vraiment mettre l'enfant au cœur de son apprentissage, de lui permettre d'être acteur de son apprentissage, je l'ai construit au fur et à mesure de mon entrée dans l'éducation. C'était pas a priori en tout cas. Et t'expérimentais un petit peu du coup chez toi avec tes propres enfants, du coup c'est ça le learning by doing comme tu disais, tu leur faisais faire beaucoup de choses toi de ton côté et t'as vu que ça fonctionnait et t'as voulu du coup l'étendre à plus de gens derrière? Ouais, alors nous on a toujours été dans une éducation relativement libre où les enfants faisaient beaucoup d'ateliers, beaucoup de projets, etc. Je l'ai surtout expérimenté sur moi où, comme je te disais, j'étais dans des assos et là, pour moi, le milieu associatif, etc., c'est les meilleures écoles de la vie. Hein. C'est sur les CV, quand on reçoit des CV, c'est ce que je regarde en premier. J'adore les jeunes qui sont passés, qui ont eu des engagements associatifs. Ou scout, etc., où vraiment t'apprends l'école de la vie. Et à la maison, du coup, on le reproduisait, mais encore une fois, c'est un peu parce que on est des parents plutôt qui laissons la liberté à nos enfants, donc de fait, ils apprenaient beaucoup en expérimentant. Et du coup, donc ça fait partie du process, donc l'échec aussi. Donc là, dès le plus jeune âge, via ton école, via le projet Startup for Kids, vous leur enseignez aussi comment échouer et comment surmonter cette dimension, cette peur de l'échec. C'est jamais de l'échec. À partir du moment où tu mets les jeunes dans des situations de projet et où ils essayent et ils itèrent et recommencent, tu n'as pas de concept d'échec finalement puisque tu reprends ta tâche où elle était et tu essayes de l'améliorer et ça fait partie du processus en fait. Et la liberté, la créativité, elles ne vont qu'avec la permission de se tromper, parce qu'on va pas parler d'échec, mais tu retires la connotation péjorative du terme d'échec, en fait. Exactement. L'idée, c'est, essaye, en fait. Et plus tu dis tôt aux gens qu'ils doivent essayer, tester, et qu'ils se permettent de le faire, et se rendre compte par eux-mêmes que, on peut faire mieux, on peut optimiser, et moins c'est perçu comme un échec. Bon, alors, il y a des vrais échecs, hein. Si je parle d'échecs, dans mes études, j'ai quand même bien échoué. Donc là, c'était des vrais échecs. Ça a été dur, mais ça a été presque plus dur que l'échec entrepreneurial, même si ça a été plus... Jusqu'au bac ou après parce que Non, jusqu'au bac, ça a été, mais c'est après où moi, j'étais clairement pas du tout dans le modèle fait pour les études.
J'ai grandi à Nancy, je suis allée en fac de droit mais quand on me connaît et quand on a passé 1 heure avec moi, on se demande comment j'ai pu me retrouver dans des études de droit, tellement c'est absolument pas ce qui est fait pour moi, puisque les études de droit, c'est quand même apprendre par cœur de façon acharnée, donc la caricature de ce que j'étais incapable de faire. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers ça, du coup ? C'était l'influence des gens, des parents ? Bah, tu connais pas trop les métiers, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais vu un conseil d'orientation, je savais pas ce qui existait, je m'étais jamais posé la question de l'adéquation entre qui j'étais et les études que je pouvais faire. Donc, je me suis dit, bah, droit, allez, pourquoi pas, hein. Et en fait, c'était nul comme idée, quoi. C'est tellement pas moi, quoi. Et du coup, j'ai raté mon DUG après 12 millions d'années d'échecs. Et le plus dur, c'est que j'ai réussi le concours d'entrée au CELSA pour la licence, enfin, qui est une super bonne école. Et j'ai raté mon DUG. Et l'année d'après, quand j'ai enfin eu mon DUG, j'ai raté le CELSA. Donc ça a été très, très dur et ça a été dur de me relever, hein. Du coup, j'ai trouvé une passerelle pour quand même finir par avoir un master, mais c'était pas du tout la voie que j'aurais imaginée. Et même si on remonte plutôt dans ma jeunesse, j'étais totalement câblée pour faire des sciences. Et puis, je travaillais pas assez. J'ai eu des concours de circonstances. Bref, les études, ça n'a pas été la meilleure période de ma vie. Et c'est peut-être aussi une façon de me... Alors, pas de me venger parce que j'ai pas de revanche à prendre parce que tout s'est bien passé après, mais en tout cas d'essayer d'éviter ces écueils à des jeunes et de leur permettre de bien réfléchir à ce qu'ils pourraient faire pour eux, ce qui leur correspond, et expérimenter plus de choses et avoir plus de vision sur ce qui est possible. Et quand tu dis que tu t'es un peu du coup vautré au niveau des études, ça a été quoi? Donc encore une fois, comment tu t'es relevé de ça? T'as dit genre j'ai touché un peu le fond là, mais qui t'a aidé du coup? Qu'est-ce que t'as fait du coup pour pivoter? Pour pivoter, alors j'ai eu dans ma malchance, j'ai eu de la chance qui était que je faisais de l'hébreu en parallèle de mes études de droit, et donc j'ai continué sur la filière hébreu aux langues orientales, et au Langso il y avait un diplôme d'équivalent d'école de commerce, et là pour le coup ça me correspondait tellement mieux. Là, ça allait très, 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 très bien. Mais bon, j'aurais fait Sciences Éco, une école de commerce après le bac. Je pense que ma vie aurait été clairement plus simple. J'étais bien plus câblée pour ça. Donc, c'était vraiment, vraiment une erreur d'orientation, quoi. Enfin, j'étais faite plutôt pour faire des maths, des sciences, ou de l'économie, du marketing, des choses comme ça, mais pas le droit, quoi. Et donc, cette envie de repartir aux sciences après, donc avec le projet que tu as mené avant Startup for Kids, ça vient aussi de là? Ben, encore une fois, je me l'étais pas dit, c'est-à-dire que mon subconscient travaille beaucoup trop, mais ouais, quand j'étais jeune, j'étais très, 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 très bonne en maths, en sciences, etc. Je disais que je voulais être chercheur, savant, et puis bon, après, c'est passé à la trappe, et du coup, après, je me suis dit, mais quand même, à chaque fois, tu reviens à tes histoires de jeunesse, en fait, au final, on reboucle. Et donc, on revient à ça, se connaître mieux et mieux expérimenter ses envies et ses capacités, et là où on est fort et là où on a envie de performer, ça permet de mieux t'orienter, en fait. Un peu la technique, moi je suis assez partisan de la technique de l'entonnoir que je disais quand moi je faisais du coup mes études, c'est que oui, et après du coup post-bac, c'est comme tu le disais très bien tout à l'heure, on sait pas où on va, on sait pas ce que c'est que les métiers qu'il y a derrière, mais du coup tu testes en fait. La technique de l'entonnoir, c'est je pars avec plein d'idées, plein de métiers, j'en teste plein, je me dis ok, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime bien ça, en fait je vais aller plus vers là, j'ai compris que ce secteur-là j'aimais, j'ai compris que ce domaine-là il m'intéresse aussi, je prends un peu de ça, je prends un peu de ça. Et t'affines au fur et à mesure. Ouais, mais tout ça, justement, il faut avoir accès, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te permette de le tester autrement que par une brochure ou un prof qui t'aiguille. En fait, ça demande quand même pour des jeunes, parce que tu passes ton bac, t'as 18 ans, on te demande de choisir ta carrière. C'est-à-dire que franchement... moi, à l'adolescence, j'avais envie de m'amuser, faire la fête. Et donc, s'il n'y a pas une démarche proactive de l'école, des activités proposées, etc., où on te permet d'explorer ça, c'est compliqué. Donc, on essaye de proposer, alors dès le plus jeune âge, on propose des activités avec Startup for Kids, mais à partir entre 12 et 18 ans, on essaie de les exposer à ces métiers, ces façons de faire, mais de façon hyper ludique, en fait. Tu les accompagnes jusqu'à 18 ans, du coup, les jeunes, là, chez Startup for Kids? Ouais, exactement.
on propose différents types d'activités, mais c'est toujours... J'ai vu que tu apprenais à coder aussi, du coup, là, sur le site, c'est ça? Tu leur apprends à coder Ouais, dès le alors plus jeune âge? c'est avec des partenaires. Nous, on est un agrégateur, on fait nos propres activités, on fait beaucoup de hackathons, des choses comme ça. Et après, à l'école 42 ou avec d'autres startups qui font du code, on leur apprend à coder. Le code, c'est une super école aussi pour l'erreur. Clairement, c'est ce que je voulais en venir exactement ouais, là. Ouais, ça c'est très cool. Mais voilà, en fait, toutes ces... alors pour moi, le code, si on parle du code, c'est un tout petit élément de cet univers d'innovation, de créativité, tout ça va ensemble. Et est-ce que tu t'es un peu inspiré, ça c'est un peu le cliché qu'on donne aujourd'hui, mais peut-être qu'il n'est pas si faux que ça, c'est qu'on dit que du coup, là, apprendre de ses erreurs, c'est plutôt une mentalité, on va dire, américaine. Nous, en France, on a un peu du mal à valoriser justement le fait de se planter. Est-ce que du coup, cette inspiration aussi que tu as eue, au fur et à mesure, on voit que c'est tout un parcours, c'est plein d'orientations, plein de vécus qui t'ont amené là. Est-ce que tu as eu aussi cette inspiration du modèle américain pour justement accepter de se planter dans la vie? Je pense qu'on en est assez imprégné. Enfin, quand tu regardes beaucoup des vidéos sur l'éducation, des TED, des choses comme ça, effectivement, la place de l'erreur et de l'apprentissage par l'expérimentation, elle est énorme. Après, quand j'ai des copains français qui sont allés vivre aux États-Unis, c'est peut-être poussé à l'extrême justement pour la culture européenne quand tu as ce côté... l'erreur n'existe pas du tout, on vous note pas, c'est très compliqué pour les Français. Mais oui, clairement, il y a cette inspiration de dire la prochaine fois tu feras mieux, profite de tes erreurs. Et on le voit, les petits Français sont les plus stressés. Quand il y a des QCM, par exemple, les Français sont ceux qui répondent le moins aux QCM quand ils savent pas. Donc il y a vraiment cette crainte ancrée en nous de l'échec. De répondre faux, exactement, ça les stresse. On a les élèves les plus stressés. Et comment tu fais du coup pour les aider à gérer leur stress à ce niveau-là? Il y a quand même des notes, comment ça se passe du coup? Chez nous, non, pas du tout. C'est de l'événementiel, c'est totalement ludique. Enfin, tu vois, par exemple, quand on fait des hackathons, on fait beaucoup de hackathons, on adore. Les gamins, ils arrivent, on leur dit, t'as une journée et par équipe, vous allez inventer l'école du futur, la santé de demain, etc. Donc, on a tout un parcours, c'est très éditorialisé. Et à la fin, tous les gamins, ils montent un projet, ils sont hyper fiers de présenter leur projet. Alors, on peut faire des classements de temps en temps, parce que pour le coup, les mômes, ils adorent avoir un titre, etc. Mais très souvent, on va faire le projet le plus original, le plus créatif, le plus innovant, le plus solidaire. On met beaucoup d'adjectifs, mais toutes les équipes arrivent à monter un projet et à le présenter à la fin de la journée, par exemple. Donc les parents, à côté de l'école, ils peuvent donc les inscrire, c'est ça? Ouais, exactement, participer à des activités, on en fait de façon très régulière. Du coup, c'est quoi? C'est les week-ends, c'est les soirs? C'est parce que du coup, s'ils ont école à côté, parce que ils sont pas à l'école à 100%. Du coup, alors c'est vraiment un format événementiel, donc tu vas avoir, là on a annulé évidemment beaucoup de choses avec le Covid, mais le prochain gros événement, il va être en novembre à l'école 42 et il y aura 2 jours grand public, donc en famille, samedi, dimanche, et le lundi pour les scolaires. Donc ils peuvent découvrir ou avec l'école ou en famille. Ok, écoute, hyper intéressant. Tu m'avais parlé des qualités de l'entrepreneur. Ouais, les qualités de l'entrepreneur. Fesse du coq à l'âne. Ouais. Tu veux rebondir du coup sur ça? Sur quelles sont les qualités d'un entrepreneur aujourd'hui? Enfin, ou toi, ta vision du coup des qualités d'entrepreneur? Je dirais que la première qualité, à mon avis, c'est la résilience. Parce que comme tu parles de l'échec, j'en ai pas parlé, mais le parcours de vie de l'entrepreneur, c'est quand même aller d'échec en échec avec le sourire. Donc, il y a intérêt d'avoir une bonne dose de résilience parce que c'est vraiment tout le temps. Tu prends des coups sur la tête en permanence. En fait, tout est difficile. Et ça, comment t'arrives du coup à développer ce principe de résilience selon toi? Comment est-ce que ça peut s'acquérir ça? Parce que on l'a vu dans des épisodes précédents. L'éducation, donc du coup, a une grande part là-dedans, selon comment tes parents, ton entourage, du coup, t'ont appris à valoriser justement le côté apprentissage plutôt que de la punition. Est-ce qu'il y a d'autres formes, du coup, qu'on peut acquérir ou qu'on acquiert forcément sur le tas, en se plantant? Moi, je dirais qu'il y a eu j'ai adopté une philosophie du au pire quoi, qui, ça porte bien son nom, au pire quoi. Par exemple, même mon équipe, je leur dis appelle je ne sais pas qui pour je ne sais pas quoi. Ils me disent oui, mais il va sûrement dire non.
Et alors, au pire quoi, t'appelles, il te dit non, il t'a dit non, tu vois. Et j'applique aussi pour l'entrepreneuriat, je sais pas si tu connais la théorie de l'effectuation. Hein. Non, mais je suis très intéressé du coup. C'est une théorie entrepreneuriale anti-business plan, on va dire, hein, qui s'appuie sur différents piliers. Et un de ces piliers, c'est finalement de faire avec ce que tu as et la théorie de la perte acceptable. Là. Par exemple, Startup for Kids, je lance un nouveau projet. Combien je peux accepter de perdre, combien de temps je peux accepter d'y passer si ça se plante. Et du coup, tu as défini un cadre de ce que tu pouvais prendre comme risque sans mettre en péril l'ensemble de ton projet. Et donc, j'essaye beaucoup de réfléchir en théorie de la perte acceptable et donc de ne pas m'embarquer dans des trucs qui me mettent trop en péril. Alors quand t'as le Covid, c'est un peu, t'y es un peu pour rien, c'est plus compliqué, mais voilà, en tout cas sur les choses que tu fais activement, réfléchir comme ça. Après sur Scientibox, j'ai quand même eu au moment où ça commençait, je voyais que ça décollait pas, j'ai eu un petit burn-out. Et ça, je pense que ça te sort quand tu t'en remets bien, ça te sort vraiment renforcé. Et cette théorie du au pire quoi, ça te permet vraiment de te demander c'est quoi tes fondamentaux, c'est quoi les risques que tu prends et qu'est-ce qui va se passer au pire. C'est-à-dire que même si demain, y a le Covid, ça fait 3 ou 4 mois qu'on a tout arrêté, les entreprises aujourd'hui, c'est pas leur priorité forcément de l'événementiel éducatif. Ok, si on ferme, est-ce que c'est vraiment grave quoi. Et donc de réfléchir en gravité relative de ce qui t'arrive. Donc évidemment, on le vit tous différemment. Moi, je suis à un stade de ma vie où j'ai payé mon appart, mes enfants sont grands, c'est quoi mon risque financier, j'ai pas les deux pieds dans le même sabot, je devrais retrouver un boulot, même si c'est un peu compliqué. Enfin voilà, donc... Essayer de relativiser au maximum. Essayer de relativiser vraiment ce qui t'arrive. Voilà, donc la résilience. Comment t'es sorti, excuse-moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire avant, qui est hyper intéressant. Ouais. Donc tu dis que t'as fait un burn-out, donc mine de rien, c'est des grosses expériences, ça, qu'on vit, comme tu dis, où on touche le fond du fond. Et donc forcément, à un moment donné, il y a le moment du rebond. Encore une fois, ça a été quoi, toi, ton moment de rebond à ce moment-là, quand tu fais un burn-out? Parce que c'est pas rien, mine de rien. Écoute, je saurais pas te dire ce qui a été le rebond. Moi, j'ai de la chance, hein. J'ai une famille hyper solide, je suis entourée, donc je suis jamais vraiment toute seule face à mon désarroi parce que mon mari me disait t'avais l'air d'un lapin qui venait de prendre les phares de voiture dans la figure en permanence en fait, ce qui est, comme tu peux le voir, pas trop mon genre. Donc t'es vraiment dans un état hébété et t'essayes de maintenir comme tu peux les apparences. Donc tu te lèves avec vraiment une espèce de chape. Tout est compliqué. Te lever le matin est compliqué, parler aux gens est compliqué et en fait, t'es entrepreneur, donc t'as pas le choix. C'est-à-dire que t'es en lutte permanente contre toi-même et petit à petit, ça va mieux et voilà. Après, pour être terre à terre, à force de médicaments et de psychothérapie. Ouais, t'es suivi mine de rien pour essayer de surmonter ça. Derrière, t'es obligé de te faire accompagner pour surmonter. Mais j'en suis sorti... Mais bon, c'est 1 an pour plus avoir de séquelles du tout. Donc c'est quand même, effectivement, comme tu dis, c'est lourd. Mais je pense que tu en sors renforcé. D'abord, tu vois les signes, tu connais tes limites. Je travaille plus comme avant, par exemple. Je fais plus des journées. T'as changé quoi, du coup, sur ça? Ouais. Je respecte plus mon rythme. Moi, je sais que je peux pas avoir une concentration profonde trop longtemps dans une journée. Donc, je gère mieux mes temps d'interaction qui sont plus faciles. Les réunions, pour moi, c'est plus agréable. Je suis je me nourris beaucoup de l'échange avec les autres. Donc, les journées où je suis toute seule à réfléchir sur des dossiers de fond, etc., c'est plus compliqué pour moi. Donc, je planifie mieux mes plages de travail, en fait, pour mieux respecter mon rythme. J'évite vraiment de travailler le week-end, sauf quand on a des événements. De toute façon, il faut accepter que le travail, il est infini. Ta to-do, elle est jamais terminée. Jamais, le concept n'existe pas. Donc à partir de là, t'as limite. Alors nous on fait de l'événementiel, donc on a des deadlines sur les événements. Mais les premières fois, on a fait des nocturnes, etc. Sur Scientibox, mais on a fait des 5h du mat, c'est ridicule en fait. Et ça, tu te débrouilles pour plus le faire en fait. C'est-à-dire que tu vas dire ouais, on va faire un événement au moins, on aura un peu moins de revenus, mais en fait c'est pas possible. L'équipe, elle peut pas partir à 10h tous les soirs.
part, il faut respecter le rythme de vie de chacun. Donc, c'est vraiment faire des arbitrages. Ça t'arrive encore aujourd'hui d'être stressé? Moi, je sais que l'événementiel, c'est un secteur qui me file un stress. Je suis assez anxieux de base et... Moins sur les événements, mais oui, 2-3 jours avant les événements, mon équipe, ils savent qu'il ne faut pas trop me parler. et je respecte certaines distances parce que je suis très tendue, effectivement. Là, avec le Covid, j'ai été bien en stress à cause du fait que tu n'as aucun contrôle sur la situation, en fait. Donc ça, c'est quand même très, très dur quand tu contrôles rien, quoi, hein. C'est indépendant de toi. Donc toutes tes théories, elles s'envolent. Il te reste plus que le relativisme qui peut te sauver, mais c'était compliqué, le côté je peux rien faire, quoi. Enfin, je dois attendre que ça passe. Alors bon, on agit, hein, on est resté dans l'action, on a fait des formats en ligne, etc. Mais c'est pas pareil que d'avoir anticipé, de choisir tes mouvements. Ok. Et tu vas te nourrir comment, du coup, de cette dose de relativisme? Tu fais des choses à côté, tu te nourris beaucoup des autres, comme tu dis, donc. Et est-ce que tu fais des petites activités qui te permettent justement de canaliser un peu cette énergie? Parce que tu as l'air de déborder d'énergie, en vrai, quand on te voit. Je te dirais bien que j'ai l'impression que non, mais je suis un peu obsessionnelle du genre, en ce moment... c'est le jardinage. Alors, j'ai un micro-balcon et il y a des plantes partout. Donc là, j'ai envie de ça. Mais non, je suis pas une... D'abord, je me repose beaucoup, mine de rien, quand je travaille pas. Donc, je vais mater des séries, etc. Je sors pas mal avec mes amis. Mais j'ai pas un hobby du genre yoga, méditation ou sport. Non, c'est pas bon. Ouais. Bon, le jardinage, hein, ça peut être une forme de méditation, ouais, finalement. Ça, tu vois, t'es tranquille avec tes petites plantes. Totalement méditatif. Mais ouais, bien sûr. Mais c'est absolument extraordinaire. Mais clairement. On identifie toujours la méditation à quelqu'un qui est assis en tailleur et qui se pose pendant X temps à réfléchir, mais tu vas marcher dans la rue, tu fais du jardinage, juste tu te poses un temps avec toi, c'est une forme de méditation. Hein. Tout à fait. Donc voilà, j'essaye de faire le vide, en fait. Donc il y avait beaucoup les séries, maintenant il y a mon micro-jardinage, j'essaie de trouver un bout de jardin quelque part dans un parc. Donc voilà, c'est mon hobby du moment. Et voilà, alors maintenant mes enfants sont plus grands, donc ça c'est cool, ils me prennent moins de temps, plus de stress mais moins de temps. Mais ils sont grands. Ok. Ils participent eux aussi à des événements avec Startup for Kids? Ils ont quel âge? C'est pas indiscret? 18 et 20. Ok. Ouais, il me file un coup de main. Ouais, il file un coup de main. Il me file un coup de main. Au début, alors c'est marrant parce qu'au début, le projet, les premières éditions, quand tu venais, il y avait toute ma famille, ma sœur, mon beau-frère, mon mari, mes enfants. Et maintenant, ça s'est un peu professionnalisé, donc ils sont moins là. Trop cool. Un beau projet familial à la base. Et bah écoute, trop bien. On va terminer sur cette petite interview avec cette finalité hyper positive et on va enchaîner sur les questions pour la mention, même si on a commencé déjà un peu à y répondre là avec les vertus. Question pour la mention. Donc j'ai l'habitude de te poser comme question quelles sont pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie? Je pense que tu as commencé à y répondre du coup avec la résilience et les qualités de l'entrepreneur. Ouais, et ben évidemment la bienveillance, qui est hyper difficile et qui est un point d'amélioration pour moi en permanence. J'ai très mauvais caractère, ça se voit pas. J'ai très très mauvais caractère. Ouais, je sais. Hein. Plus on me connaît et plus je dévoile mon mauvais caractère. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de corriger et de voir le positif. J'y arrive pas toujours, hein, mais voilà, c'est essentiel et j'essaye d'y réfléchir en tout cas. C'est-à-dire que quand je vois que j'ai fait quelque chose dont je suis pas contente, qui rentre pas dans mes valeurs, j'essaie de corriger le tir. C'est des choses que tu te dis. Moi, je sais que, en tout cas, ça m'arrive de voir que je suis pas forcément bienveillant. T'as cette petite voix intérieure justement qui vient un peu toquer et te dire genre. Ouais, la Sharon, t'abuses, là, fallait pas trop parler comme ça, c'est pas cool. Carrément. Ouais. L'arbitrage à faire, c'est que parfois c'est justifié. Hein, donc il y a comment je dis les choses, de pas s'énerver quand ça boue en toi. Je suis très soupolée, j'ai mauvais caractère parce que je m'emporte en fait. Hein. Et quand je m'emporte, j'ai un petit côté perte de contrôle, donc je peux dire des choses que tu vas regretter derrière. Que je regretterais d'avoir dit. Donc. Est-ce que du coup tu fais le premier pas derrière pour aller t'excuser? En général, ouais, j'ai pas trop de problèmes, j'ai assez honte. Alors après, c'est compliqué parce que t'as souvent t'as le fond et la forme, hein, c'est-à-dire que j'ai pas forcément tort sur le fond, mais la forme, je suis passée totalement à côté. Hein. Et du coup, c'est compliqué parce que tu te retrouves dans des situations un peu alambiquées où tu t'excuses, mais le fond était quand même là, il y a un problème dont il faut quand même parler. Donc voilà, vraiment, j'essaie de lutter contre ce côté où je peux m'emporter et trouver les bonnes façons de dire les choses.
Je m'améliore, mais il y a encore du taf. Hein. Ça, on est en amélioration perpétuelle dans tous les cas. L'apprentissage, il est sans fin. C'est comme la to-do dont tu parlais avant. C'est sans fin. Donc, mais tant mieux, hein, ça évite de rester passif sur qui on est. Mais parce que je pense que naturellement, en vieillissant, nos travers s'amplifient. Hein, et du coup, si on n'est pas proactif à lutter contre, c'est très très compliqué. Hein. Et c'est des choses qu'on te fait remarquer. Donc j'imagine que la chance quand on a des enfants, c'est les enfants n'hésitent pas. En tout cas, moi j'étais comme ça avec ma mère, d'en mettre plein les dents quand il y a un truc qui va pas. Ah non, ils t'épargnent rien, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais donc bon, c'est sûr que ça te laisse aux aguets en permanence les enfants. Hein. Mais bon, après maintenant, j'identifie quand même et je suis pas contente de moi quand je faillis à mon devoir de bienveillance, de faire grandir mes équipes, mes enfants, mon entourage. Donc voilà, j'ai parlé de la résilience, hein, qui est une vertu essentielle. Et le dernier que j'ai gardé, c'est le brin de folie. Je pense que pour être entrepreneur, il faut quand même avoir une case en moins. Je partage bien ce point-là. Entre le génie et la folie, il n'y a qu'un pas. Ouais, comme disait l'autre. C'est quand même c'est hardcore. C'est marrant parce que donc dans Startup for Kids, on fait beaucoup de choses qui vont vers l'esprit d'entreprise, être maître de son destin, de son apprentissage, etc. Donc beaucoup de gens nous demandent si on favorise l'entrepreneuriat. Et je suis toujours extrêmement mal à l'aise parce que moi, je trouve ça tellement difficile d'être entrepreneur. Donc, évidemment qu'on favorise l'esprit d'entreprise parce que je considère qu'il faut être acteur de sa vie. Mais moi, j'irais pas dire à quelqu'un « Mais vas-y, monte ta boîte, c'est trop génial. » Parce que c'est génial, hein, j'ai pas de regrets, je suis hyper contente, mais c'est hardcore, quoi. Enfin, t'es passé par des sacrées étapes avant justement d'avoir cet épanouissement aujourd'hui. Ouais, et puis moi, j'ai de la chance. C'est-à-dire que j'ai une structure familiale, j'ai travaillé avant, j'avais relativement bien gagné ma vie. La chance, on se la crée. Moi, j'aime bien dire ça aussi. Parce que la chance... Oui. Enfin, j'apparente ça plutôt à du timing, moi, la chance. En tout cas, je suis dans une situation qui fait que je prends pas des risques démesurés et j'ai un vrai appui familial. Enfin, mon mari, il m'a trouvé dans des états hyper difficiles. Il a toujours été là, super solide. J'ai des enfants qui sont super cool. J'ai plein d'amis. Je suis entourée. Hein. Et je me connais et je suis ce côté où, effectivement, quand j'étais en entreprise, c'était difficile à gérer parce que de nature, je suis entrepreneur. Hein. Donc, évidemment, on peut évoluer, mais en tout cas, il faut vraiment bien se connaître, ses forces, ses faiblesses, savoir ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Et voilà, mais il faut pas... je suis toujours mal à l'aise avec cette espèce de glorification de l'entrepreneuriat. C'est très tendance aujourd'hui. C'est beaucoup d'articles qu'on voit là-dessus en disant c'est cool d'être entrepreneur, mais c'est chaud. Enfin, c'est très très chaud. Ouais. Donc c'est super, hein, on est libre, on fait ce qu'on veut, on est responsable de ses succès et de ses échecs. Mais le matin, il n'y a personne super. Qui va venir se tirer du lit à part soi-même. Hein. Exactement. Et puis quand on est tout seul, quand on va pas bien, on est tout seul face à soi. Et puis on a les autres. Enfin, quand on commence à avoir des salariés, c'est une responsabilité quand même hyper difficile. Donc voilà. Donc je maintiens, il faut un brin de folie et en tout cas, il faut la maturité de se connaître. Après, j'invite les jeunes qui le peuvent à essayer l'aventure, mais c'est pas forcément sous la forme de monter une boîte. Ça peut être un projet, ça peut être plein de choses. T-Side Project, c'est cool, hein. Side project où effectivement quand tu sors de tes études, que tu vis encore chez tes parents, t'as pas le stress, tu peux faire une première expérience qui marchera pas, mais t'auras toujours tiré plein de choses de cette expérience. Enfin, il y a plein de façons de le faire et de moments de le faire, mais il faut bien peser le pour et le contre et voilà. Ce brin de folie chez toi, c'était naturel, tu penses ? Ouais, moi il me manque une case, il y a pas de j'ai toujours entrepris des trucs où je me lève le lendemain, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? Et puis je suis du genre, là où il manque vraiment une case, c'est que je suis du genre à dire ah non mais maintenant que j'ai dit que je le faisais, je le fais quoi. Alors maintenant, je sais pas si c'est la maturité, la sagesse. De temps en temps, je lance des projets et je les tue plus facilement qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, une fois que j'avais dit que je faisais un truc, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était gravé dans le marbre, il fallait que je le fasse. C'est une force, ça, d'arriver à tuer le projet très tôt, justement. Et maintenant, j'arrête avec ça. Je me dis, ok, j'ai dit que je faisais le truc, c'est une idée à la con, je le fais pas, quoi. Donc, j'arrive plus facilement à dire que je fais pas les choses. Mais ouais, quand même, je me retrouve parfois dans des trucs, je me lance dans des projets et puis j'y vais, quoi. Mais on est tous un peu comme ça, je pense qu'on a aussi ce besoin de se foutre nous-mêmes dos au mur pour vraiment c'est ce qui fait avancer. Cap, quoi. Bah, c'est ça, tu te dis, vas-y, j'ai plus le choix. Je pense qu'on n'est pas tous pareils, hein, il y a des gens, ils sont raisonnables. Hein. C'est clair. Mais du coup, ils ont peut-être pas ce brin de folie dont tu parles. Non, voilà. Je pense que, voilà, entrepreneur, il faut avoir une petite case en moins.
Clairement, je partage ça. Ok, trop cool. Donc bon, alors tes 3 vertus, on a dit la résilience, on a dit la bienveillance, et derrière qui contrebalance le tout, parfait, le brin de folie. J'adore, trop bonne réponse. Top, prochaine question du coup Sharon. Est-ce qu'il y a une lecture ou un film ou une série, t'as dit que t'étais très série, que t'aimerais bien conseiller du coup? Je te dirais que ma série préférée, elle est un peu vieille maintenant, mais c'est ma préférée ever. C'est The West Wing, je sais pas si tu connais, à la Maison Blanche. Non. Elle est extraordinaire. C'est une série qui suit l'équipe du président aux États-Unis. Un président à la Bill Clinton, on va dire, vu l'époque, donc un démocrate. Et tu vois les enjeux politiques, etc. Et tu les regardes et tu es là, oh, mais qu'est-ce que j'aimerais parler comme ça et réfléchir aussi vite. Bon, évidemment, c'est impossible dans la vraie vie de parler brillamment comme ça et réfléchir aussi vite. Mais c'est marrant parce que tu vois les enjeux politiques, entre guillemets, qui sont pas que politiques, mais comment tu négocies. Voilà, j'ai adoré cette série. Qui m'a fait kiffer et au point où encore aujourd'hui quand je la conseille à quelqu'un qui me dit je vais la regarder, j'ai ce brin de jalousie en me disant il va le voir pour la première fois, mais quelle chance quoi. Ça on adore ça quand on conseille un film ou une série, on a envie l'autre qui l'a jamais vu. Ah ouais, c'est trop bon cette découverte, donc voilà, je conseillerais à tout le monde de voir ça. West Wing. Okay. The West Wing, ouais. Un livre? Non. J'adore les romans historiques. Tracy Chevalier qui a fait plein de romans, dont certains autour des suffragettes, La jeune fille et la perle, celle qui avait écrit La jeune fille et la perle. Donc à chaque fois, tu as un vrai contexte historique avec quelque chose qui se passe autour. Et ça, j'ai kiffé, ouais. Trop bien. Une romancière. On va la mettre du coup dedans. Ouais. Trop cool. Dernière question, parce que c'est aussi ça, Phoenix, je rebondis, on avance au fil des épisodes. Là, on enregistre le 9e, si je dis pas de bêtises. Moi, j'avais une question que je posais au début, qui était quelle personnalité t'inspire le plus ? On va la virer, cette question, parce qu'à chaque fois, du coup, j'ai l'impression que ça fait chier tout le monde, vu qu'il n'y a pas une seule et unique personne qui nous inspire, c'est évident. Mais donc, la dernière question que j'aurais à te poser, Sharon, c'est quoi ton prochain objectif ? J'imagine qu'il est en lien avec Startup for Kids. Oh là là, mon prochain objectif ouais, là, j'ai envie de faire grandir Startup for Kids, c'est sûr, qu'on soit au moins présent partout en France et voir à l'international. Mais mon prochain objectif, non, ce serait d'avoir quelqu'un à mes côtés. Mes équipes, mes chefs de projet surtout, elles sont bien en train de grandir. Et mon prochain objectif, c'est qu'elles soient en full autonomie, en fait. C'est que les projets, ce soit complètement elles qui les gèrent. Elles sont déjà bien en bonne voie. Et ça, j'avoue, je suis contente de les voir grandir. Trop cool. Elles sont combien ? Vous êtes combien en tout ? En tout, on est alors 4 salariés temps plein, et puis il y a plein de freelance autour, les stagiaires, donc on est une douzaine. Ok, trop bien. Pas d'objectif de petit jardin japonais ou autre truc? Si, alors l'objectif, je suis en train de négocier avec la copropriété pour racheter le toit au-dessus. Très cool, ça va être chaud, je suis pas sûre que ce soit faisable, mais c'est mon grand projet du moment. Ok, et bon, on a un toit plat au-dessus de la tête, là. Ouais, on est très bien d'ailleurs ici. C'est pas mal, Très bon. Donc voilà, j'aimerais bien faire un trou dans le plafond et avoir une terrasse au-dessus où je pourrais faire un potager. Folie. Je te le souhaite. On verra. Rendez-vous dans un an pour savoir si on peut refaire l'interview sur la terrasse. Tu nous diras, on le refera dans un an. On prend rendez-vous maintenant. Ça marche. Et dernier petit rituel, du coup, Sharon, est-ce que tu peux nous résumer, là, tout ce qu'on s'est dit en une phrase ? Waouh. C'est ta punchline. Ma punchline, comment d'échec en échec, j'ai réussi à monter Startup for Kids en ayant une vie épanouie. Et du coup, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps, Sharon. C'était hyper cool, plein d'énergie, plein de positive attitude comme on adore. Merci à toi. Et tout le bonheur. Et puis, je te dis à bientôt. Dans un an. Dans un an. Salut, Sharon. Salut. J'imagine que si t'es encore là, c'est que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je suis ravi et j'espère que t'en ressors avec beaucoup de gratitude et surtout l'envie de tenter des choses. Je peux que te souhaiter de te planter. D'ailleurs, si jamais tu penses à une personne autour de toi qui serait susceptible d'aimer nous partager son plus bel échec, n'hésite pas à me donner ses coordonnées ou lui dire de me contacter directement à phoenixpodcast@gmail.com. Et enfin, si tu peux juste prendre 30 secondes de ton temps pour aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me permettre de faire connaître Phoenix à un plus grand nombre, tu serais vraiment au top. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.